Je m'appelle Manon et, à l'âge de 23 ans, je maîtrisais déjà l'art de faire semblant que les blagues cruelles ne me touchaient pas. Grandir en étant adopté dans une famille qui chérissait les apparences plus que l'honnêteté m'avait appris cette leçon très tôt. Ce soir-là à Paris, sous les lustres étincelants surplombant des nappes blanches immaculées et offrant une vue panoramique sur la Seine, je ne pensais pas à la vengeance, j'essayais simplement de survivre à un autre dîner de famille heureux. Je m'étais glissé à ma place dans une simple robe rouge, celle que j'avais achetée en solde après 3 gardes de nuit à l'hôpital, me disant que je pourrais me fondre dans le décor et passer la soirée inaperçue. Je savais que ma sœur serait la star. Chloé avait toujours été bruyante, charmante et belle, d'une manière qui incitait les serveurs à se pencher vers elle et les professeurs à ignorer son attitude hautaine. J'avais vécu dans son ombre si longtemps que cela me semblait presque naturel. Presque. Lorsqu'elle s'est levée et a fait teinter son verre, j'ai senti mon estomac se nouer. « Santé à notre vraie famille », annonça-t-elle, sa voix tranchant le brouhaha du restaurant chic du 16e arrondissement. Les gens aux tables voisines se retournèrent, attirés par son assurance. Puis elle se tourna, les yeux brillants, en posant son regard sur moi. « Sauf celle en robe rouge », ajouta-t-elle avec un sourire en coin. « Elle est juste adoptée. » Des rires éclatèrent autour de moi comme des pétards. Ce n'étaient pas seulement mes parents et mes proches à cette longue table, Chloé avait invité des amis, des collègues, n'importe qui pouvant applaudir sa performance. Pendant une seconde, ma fourchette resta suspendue à mi-chemin de ma bouche. La chaleur me monta au visage, mais je forçai ma mâchoire à bouger, me forçai à mâcher comme si de rien n'était. J'avais entendu des variantes de cette blague toute ma vie. Mais cette fois, quelque chose semblait différent, comme si un câble venait finalement de céder au fond de ma poitrine. Je fixais mon assiette tandis que les échos de leur amusement rebondissaient sur les murs. Avez-vous déjà regardé une salle rire de votre douleur en vous demandant si vous étiez la seule personne saine d'esprit présente? Je me disais de respirer, de garder la tête baissée, de passer la soirée comme toujours. Mais c'est alors que le directeur arriva, tenant un porte-addition en cuir, son sourire professionnel cachant à peine sa curiosité en jetant un coup d'œil à notre table chaotique. « J'espère que vous avez tous passé une excellente soirée, dit-il poliment. Je dois juste confirmer qui réglera la note de 4 500 € ce soir. 4 500 €. Le chiffre tomba comme un coup de massue. La table devint silencieuse. Le sourire de Chloé vacilla alors que l'attention passait de moi à elle, puis à nos parents, et revenait. Je ne sais pas ce qui a craqué à ce moment-là. Peut-être était-ce des années à être le dindon de la farce. Ou peut-être était-ce la façon dont ma mère bougea, comme si elle attendait que je mette tout le monde à l'aise, encore une fois. Au lieu de cela, je redressai mon dos, me tournai vers le directeur et laissai un petit sourire délibéré se dessiner sur mes lèvres. C'est elle, dis-je en pointant mon pouce vers Chloé. Laissez-la gérer ça avec sa vraie famille. Après tout, je suis juste adopté, n'est-ce pas? Et ce n'est que le début. La salle se figea. Un serveur laissa tomber une cuillère quelque part derrière nous. Le visage de Chloé se vida de ses couleurs alors que le poids de mes mots et de l'addition de 4 500 € atterrissait directement sur ses genoux. Elle voulait une blague, je venais de lui donner une chute qu'elle ne pouvait pas contrôler. Avant de vous dire ce qui s'est passé après que cette facture a atterri sur la table et comment ce simple dîner a poussé notre famille au point de rupture, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Pendant quelques longues secondes, tout le restaurant sembla retenir son souffle. La question du directeur planait encore dans l'air alors que Chloé fixait l'addition comme si elle allait exploser. « Tu plaisantes, j'espère, dit-elle, la voix aiguë d'un rire forcé. Manon, rassieds-toi. Ne sois pas bizarre. Je ne plaisante pas. Tu viens de porter un toast à la vraie famille et de préciser que je n'en faisais pas partie, répondis-je, gardant un ton calme. Donc, ça n'aurait aucun sens que la fausse paie pour une célébration de la vraie famille, non? Ma mère intervint avec un sourire crispé, essayant d'arrondir les angles. Il n'y a pas de problème, dit-elle au directeur. Nous plaisantons juste. Nous allons gérer l'addition. Mais le froncement de sourcils du directeur ne disparut pas avec tout le respect que je vous dois, madame, les blagues sur le fait que quelqu'un ne soit pas de la vraie famille, surtout quand il s'agit d'adoption, ne sont pas exactement inoffensives, dit-il d'un ton égal. Je veux juste m'assurer que tout le monde ici est traité équitablement. Ces mots brûlèrent plus que le toast de Chloé parce qu'ils rendaient une chose très claire, un inconnu avait vu le problème plus vite que ma famille ne l'avait jamais fait. Chloé se hérissa. On va bien.
C'est juste notre façon de plaisanter, insista TL, puis elle me lança un regard noir. Pas vrai, Manon? Mon prénom sonnait comme une chaîne. Je me souvins de mes 8 ans, tenant ma photo de classe pendant qu'elle plaisantait sur le fait de la mettre dans un album avant qu'on ait notre vrai enfant, tout le monde riant, mes parents me disant de ne pas être si sensible. Ce soir, c'était juste une plus grande scène et une plus grosse facture. Si c'est ta conception de la plaisanterie, alors nous avons vraiment des définitions différentes de la famille, dis-je. Mon père prit enfin la parole, les yeux durs. Manon, tu fais une scène, murmura-t-il. Nous pourrons en discuter plus tard. Cette vieille rengaine, mon signal pour me faire toute petite, pour m'excuser, pour tout ravaler. Au lieu de cela, je secouai la tête. J'ai fini d'être la scène dont vous riez tous, répondis-je. Avez-vous déjà réalisé en un instant que préserver la paix signifiait seulement vous diminuer vous-même? Chloé ricana plus fort, essayant de regagner la foule. Elle est toujours comme ça, dit-elle à ses amis. Tellement dramatique à propos de son adoption. On t'a donné une belle vie, Manon. Tu devrais être reconnaissante au lieu de m'attaquer pour une blague. Je soutins son regard. La gratitude ne signifie pas te laisser utiliser mon adoption comme un accessoire, dis-je. Ça ne signifie pas payer l'addition pour une famille dont on me rappelle sans cesse que je ne fais pas vraiment partie. Le directeur, sentant le moment, s'approcha et plaça l'addition devant Chloé. Je vous laisse quelques minutes, dit-il. Si vous le souhaitez, nous pouvons diviser l'addition par couvert, mais nous ne laisserons pas quelqu'un être isolé et ensuite coincé avec les frais. Puis il s'éloigna, laissant le poids de ses mots sur la table avec l'argent. Ma mère se pencha vers Chloé, chuchotant avec urgence, paie juste. On te remboursera plus tard. Ce mot, rembourser, c'était le masque qui tombait. Bien sûr, ils arrangeraient ça discrètement plus tard. S'assurer que leur enfant chéri souffre le moins possible. Garder tout parfait de l'extérieur. Non, coupez-je. Tu t'es moqué de moi en public. Tu peux gérer les retombées en public aussi. Si tu veux arranger quelque chose, commence par réaliser que je ne suis pas une blague. Mon père me foudroya du regard, mais pour une fois, il ne me dit pas de m'excuser. Les amis de Chloé remuèrent, le malaise écrit sur leur visage. L'un d'eux murmura, « Chloé, ce toast était un peu dur » et je vis la réalisation vaciller sur les traits de ma sœur. Pour la première fois, les gens n'étaient pas automatiquement de son côté. Ce soir-là, la première fissure dans son image parfaite ne vint pas de ma colère, mais de ses propres mots, qui la rattrapaient enfin. Le reste du dîner ressemblait à une station debout sur une faille sismique. Le dessert arriva et resta intact. Le café refroidit dans des tasses que personne ne souleva, et la seule chose qui circulait librement était la tension, glissant de personne en personne. Chloé n'arrêtait pas d'ouvrir et de fermer le porte-addition, comme si les chiffres allaient changer si elle le faisait claquer assez de fois. Tu m'as fait passer pour une horrible personne, siffla-t-elle entre ses dents serrées. Mes amis pensent que je suis une sorte de monstre maintenant. Tu as fait ça toute seule quand tu as levé ce verre, répondis-je. Mon père, essayant toujours d'être le centre calme, dit finalement, Chloé, on ne peut pas prétendre que ce que tu as dit était correct. Tu as franchi une limite. C'était peut-être une blague pour toi, mais ce ne l'était clairement pas pour ta sœur. Chloé le fixa comme si elle ne le reconnaissait pas. Alors, tu es de son côté maintenant, demanda-t-elle. Toutes ces années, c'est moi qui t'ai rendu fier, et soudain je suis la méchante parce qu'elle ne sait pas prendre une blague. Le mot année alluma une série de souvenirs dans ma tête. L'incident de la carte de crédit où elle m'avait blâmé pour ses folies de créateur et m'avait laissé porter la honte. Les photos de famille où elle me poussait hors du cadre pour une photo juste nous. Les soirées où elle disait à ses amis que papa et maman m'avaient sauvé et où tout le monde riait. Ce n'est pas nouveau, dis-je doucement. Le restaurant a juste rendu la chose plus difficile à cacher. Ma mère essaya encore, la voix tremblante. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir inférieure, Manon, dit-elle. Nous pensions que tu comprenais que nous t'aimons. L'amour ne ressemble pas à des gens qui rient quand on me rappelle que je ne partage pas votre ADN, coupez-je. L'amour ne me laisse pas tomber pour que votre image reste propre. Puis je me tournai vers ma sœur. Tu te souviens de ton année de première et de la carte bleue de maman? Ses yeux s'écarquillèrent. Tais-toi, marmonna-t-elle. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, dis-je. Parce que maman t'a cru quand tu as sous-entendu que c'était moi qui l'avais utilisé. Elle m'a dit et nous ne t'avons pas élevé comme ça pendant que tu regardais.
Tu savais qui avait vraiment acheté ce sac. Tu savais juste qui il supposerait coupable. Le visage de ma mère se vida de ses couleurs alors qu'elle regardait entre nous deux. Chloé, chuchota-t-elle. Est-ce que c'est vrai? Pour une fois, Chloé n'eut pas de réponse rapide. Son silence était assez bruyant. Avez-vous déjà regardé quelqu'un réaliser que son histoire préférée sur lui-même, qu'il est juste, aimant, bon, ne correspond pas aux preuves? La voix de mon père se durcit. Nous parlerons de ça plus tard, dit-il, les yeux sur Chloé. Pour l'instant, cette facture doit être payée et le respect doit être rétabli. Il fit signe au directeur qui réapparut comme s'il avait orbité à proximité, attendant le signal. Divisez l'addition, lui dit mon père. La moitié sur notre carte, la moitié sur celle de ma fille Chloé. Le repas de Manon va sur la nôtre. Je secouai la tête. Non, mettez le mien à part, dis-je. Je paierai pour moi-même. Ma mère fronça les sourcils, confuse. Tu n'as rien à prouver, dit-elle. Nous pouvons couvrir ça. Je ne prouve rien, répondis-je. Je mets juste les choses au clair. Je ne suis pas ici par obligation ou par charité. Je suis ici parce que j'ai choisi cette famille. Si ce choix n'est pas réciproque, j'ai besoin de le savoir. Le directeur hocha la tête, prenant des notes, et repartit. Chloé me fixait, la fureur et quelque chose comme de la peur se mélangeant dans son expression. Pour la première fois, elle ne pouvait pas tordre le récit en la fille adoptée dramatique qui surréagit. Les gens avaient vu, mes parents avaient entendu. Une facture était divisée. Conséquences incluses. Alors que nous nous levions finalement pour partir, les chaises raclant le parquet poli, je réalisais que ce n'était pas juste la fin d'un mauvais dîner. C'était le moment où le vieux scénario, moi silencieuse, elle brillante, mes parents détournant le regard, commençait à brûler. Le trajet du retour vers notre maison à Versailles fut silencieux de la manière la plus bruyante qui soit. Les lumières de la ville s'étalaient sur les vitres de la voiture tandis que j'étais assise à l'arrière, regardant les reflets des visages de mes parents à l'avant et le profil rigide de Chloé à côté de moi. Personne ne se précipitait pour briser le silence. On aurait dit que parler trop tôt pourrait déclencher une autre explosion. Finalement, le sang-froid de Chloé se fissura. Je n'arrive pas à croire que vous l'avez laissé me faire ça, éclata-t-elle en se penchant entre les sièges avant. Papa, maman, elle m'a détruite devant tout le monde. Mes amis ne vont jamais oublier ça. Mon père garda les yeux sur la route. Tu t'es détruite toi-même au moment où tu as fait ce toast, dit-il calmement. Nous avons ri quand nous n'aurions pas dû. C'est notre faute. Mais c'est toi qui as allumé la mèche. C'était une blague, insista-t-elle. Ils savent tous qu'elle a transformé ça en une grande scène traumatique. Elle le fait toujours. Je fixai l'arrière de sa tête. Je l'ai transformé en honnêteté, dis-je. Tu n'es juste pas habitué à l'entendre dire à voix haute. Ma mère se tordit sur son siège pour me regarder. Manon, tu aurais pu nous parler à la maison, dit-elle, semblant plus blessée par la confrontation publique que par les années de commentaires. Interpeller ta sœur comme ça devant tout le monde. Ça nous a tous embarrassés. Et voilà. L'embarras classé plus haut que les dommages émotionnels. J'ai parlé, dis-je doucement. Vous avez juste appelé ça être sensible à chaque fois. Ce soir, c'était la première fois que quelqu'un en dehors de cette famille confirmait que je n'étais pas folle. Avez-vous déjà réalisé que la seule façon d'être entendu dans votre propre famille est de laisser des étrangers être témoins de la vérité avec vous? Nous traversions le pont, la lueur de la ville se reflétant sur l'eau en contrebas, et mon père parla enfin à nouveau. Quand nous t'avons adopté, dit-il lentement, nous avons promis que nous te traiterions sans différence d'un enfant biologique. Je pensais que t'aimer suffisait. Je n'ai pas vu avec quelle facilité nous laissions passer les blagues parce qu'elles ne nous visaient pas. Il marqua une pause. C'est ma faute. Ces mots firent mal à quelque chose dans ma poitrine. Je voulais le croire, mais des excuses sans changement n'étaient que des pansements polis. Chloé ricana. Alors maintenant je suis la méchante et c'est la sainte, marmonna-t-elle. Vous deux, vous l'avez toujours couvé. Je ris doucement, incapable de m'en empêcher. Couvé, répétai-je. Tu as passé des années à rappeler à tout le monde que je devrais être reconnaissante d'être seulement ici. Personne ne répondit. Quand nous sommes entrés dans l'allée, Chloé ouvrit sa portière à la volée et fonça à l'intérieur sans attendre. Mes parents bougèrent plus lentement, alourdis par tout ce qui n'avait pas été dit. Je restai dans la voiture une minute de plus,
fixant la maison qui contenait chaque version de moi. De la petite fille pleine d'espoir serrant un dossier d'adoption à la femme qui venait de refuser publiquement d'être la chute de la blague. Je vérifiai mon téléphone et vis un message de Lucas. Toujours vivante? Besoin d'un résumé plus tard? Je tapais en réponse, oui, et oui, demain. Sa réponse fut instantanée. Demain, le café est pour moi. On décortiquera ça. Alors que je sortais enfin et remontais l'allée, la lumière du porche me baignant d'une lueur familière et douce, je réalisais quelque chose de simple mais terrifiant. Si les choses restaient les mêmes après ce soir, ce serait parce que je choisirais de rester. Et pour la première fois, je n'étais pas sûr de le faire. Les jours après le dîner donnèrent l'impression de se déplacer dans une maison faite de coquilles d'œufs. En surface, les routines restaient les mêmes, travail, vaisselle, les émissions télévisées de ma mère le soir, mais en dessous, l'air était électrique. Chloé me parlait à peine, sauf pour le commentaire marmonné occasionnel sur mon besoin d'attention. Mes parents faisaient le ping-pong entre une gentillesse maladroite et une distance prudente. Au lieu de laisser la tension m'étouffer, je décidai de la traiter comme un signe. Soit je retomberais dans mon ancien rôle, soit j'utiliserais cette fracture comme une porte vers une vie différente. C'est ce que je dis à Lucas à la terrasse de notre café le lendemain. Il écouta, les sourcils froncés, alors que je racontais chaque détail. Le toast, le directeur, l'addition divisée, le trajet en voiture. Je savais qu'ils étaient bizarres avec ton adoption, dit-il lentement. Mais ce n'était pas juste bizarre. C'était systématique. Comme s'ils s'étaient habitués à ce que tu sois le dindon de la farce. Exactement, dis-je. Et maintenant que j'ai riposté, ils agissent comme si j'avais fait exploser une bombe. Peut-être que tu l'as fait, répondit-il. Mais peut-être que cette bombe avait besoin d'exploser. Il sortit un stylo et commença à écrire sur une serviette en papier. Ok, stratégie. Étape 1, frontières émotionnelles. Étape 2, indépendance financière et physique. Étape 3, décider quel type de relation tu veux une fois que tu ne seras plus piégé. Je le fixais. Tu fais sonner ça de manière si structurée. Parce que ça doit l'être, dit-il. Si tu y vas à vif, tu vas soit exploser, soit plier. Ni l'un ni l'autre ne t'aide. Il m'interrogea sur mes économies, mon travail, si je pouvais de façon réaliste me permettre un petit appartement. La réponse, à ma grande surprise, était oui. De justesse, mais oui. Alors commence à planifier comme si tu partais, dit-il. Même si tu ne déménages pas avant des mois, savoir que tu le peux changera ta façon de te comporter dans cette maison. As-tu déjà réalisé qu'au moment où tu reconnais qu'une sortie existe, la cage perd un peu de son pouvoir? Ce soir-là, j'envoyai un message à Chloé, retrouve-moi au parc demain à 18h. Pas de public, juste nous, répondit-elle. Je ne te dois rien, mais d'accord. Le lendemain, sous un ciel pâle et le bruit lointain des enfants qui jouaient, elle arriva avec ses lunettes de soleil et son attitude. Dis ce que tu as à dire, lança-t-elle sèchement. J'ai des projets. Moi aussi, répondis-je. Et il n'inclut plus de te laisser utiliser mon adoption comme ton sketch préféré. Je lui dis que je cherchais des appartements, que j'étais sérieuse à propos de déménager, que j'avais fini d'être l'étrangère reconnaissante. Elle me fixa comme si j'avais annoncé que je déménageais sur une autre planète. Tu partirais vraiment pour une blague, demanda-t-elle. Pour une vie entière de blagues, corrigeai-je. Pour m'être fait rappeler encore et encore que je ne suis pas réel, pour que tu utilises mon adoption pour t'élever toi-même. Ses épaules s'affaissèrent d'une fraction. Je ne sais pas comment arrêter, admit-elle doucement après un moment. C'est juste comme ça que ça a toujours été. Alors apprends, dis-je. Commence par ça. Plus de commentaires sur la vraie famille. Plus de blagues sur le cas social. Si tu te plantes, assume-le au lieu de me dire que je suis trop sensible. Que je vive ici ou non, c'est le strict minimum si tu me veux dans ta vie. Ce n'était pas une dispute dramatique avec des cris. C'était plus propre, plus net. Une ligne tracée dans la terre entre nous. Qu'elle la franchisse ou non dépendrait d'elle. Les jours après notre conversation au parc se confondirent, mais ils avaient une saveur différente des jours d'avant. C'était comme si j'avais enfin basculé un interrupteur caché. Une fois que j'avais dit à voix haute que je partais, chaque recoin de la maison ressemblait moins à un foyer et plus à un musée d'une vie que j'avais dépassée. Je commençais tranquillement à emballer des morceaux de moi-même. De vieux carnets,
des photos encadrées que j'aimais vraiment, de petits objets qui me rappelaient qui j'étais en dehors de l'adopté. Chaque objet glissé dans un carton ressemblait à la récupération d'un fragment de mon histoire. Pendant ce temps, la tension avec Chloé ne disparut pas. Elle muta simplement. Au lieu d'attaques ouvertes, elle eut recours à un silence glacial ou à des commentaires marmonnés quand elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Elle pense qu'elle est trop bien pour nous maintenant, l'entendis-je dire un après-midi dans la cuisine à ma mère. Attends juste. Elle reviendra en rampant quand la vraie vie la frappera. J'entrai, ouvris le frigo, sortis une bouteille d'eau et décidai de ne pas faire semblant de ne pas avoir entendu. La vraie vie a déjà frappé, dis-je calmement en dévissant le bouchon. Elle a frappé à chaque fois que tu m'as traité d'invité dans ma propre famille. Chloé se retourna, les yeux étincelants. Et voilà que tu recommences, lança-t-elle, à tout transformer en une sorte d'histoire traumatisante. Tout ne tourne pas autour de ton adoption, Manon. C'est toi qui n'arrêtes pas d'en parler. Je te l'ai rappelé dans chaque dispute, chaque blague, chaque toast. Si tu es fatigué d'en entendre parler, imagine à quel point je suis fatigué de le vivre. Elle leva les yeux au ciel de façon dramatique. Tu es incroyable. Ma mère intervint alors, s'essuyant les mains sur un torchon, essayant de jouer la pacificatrice comme toujours. Les filles, s'il vous plaît, dit-elle. Pouvons-nous avoir juste une journée sans dispute? Votre père veut que nous nous asseyions tout ce week-end pour parler calmement. Il pense qu'une réunion de famille aidera. Une réunion de famille. L'expression seule me noue à l'estomac. Ça sonnait officiel, comme une intervention, le genre dont j'avais toujours imaginé qu'elle concernerait quelqu'un d'autre, jamais la façon dont j'avais été traité. D'accord, dis-je. Mais je ne vais pas à cette réunion juste pour entendre pourquoi je devrais être moins sensible. Si on fait ça, on le fait honnêtement. Honnêtement, marmonna Chloé dans sa barbe. Tu veux juste une autre scène. Je me tournai pour lui faire face entièrement. Tu veux de l'honnêteté? Faisons-le à l'envers, dis-je. Commençons par la fin et remontons le fil. Elle fronça les sourcils. De quoi tu parles? Je parle de comment chaque blague que tu as faite n'a pas commencé comme une blague, dis-je. Ça a commencé comme une décision. La dernière fois que tu m'as traité de cas social, c'était il y a 3 mois au barbecue de tante Valérie. Tu te souviens? Tu as dit, on t'a littéralement sauvé, Manon. Tu pourrais au moins apporter les boissons. Tout le monde a ri et quand je suis allé à l'intérieur, tu as suivi et dit, n'en fais pas tout un plat. Ce n'était pas spontané. C'était des années à tester jusqu'où tu pouvais aller. Des images défilèrent dans mon esprit, non pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre émotionnel. La blessure la plus profonde remontant à la surface en premier. Ensuite, il y a eu cette fois au lycée, continuai-je, ma voix stable. Tu as dit à tes amis que quand je me comportais mal, maman menaçait de me rendre. Ils trouvaient ça hilarant. J'ai fait semblant de trouver ça drôle aussi. Plus tard ce soir-là, je t'ai entendu dire à maman que j'étais de mauvaise humeur et que c'était peut-être un truc biologique de mes vrais parents. Ma mère grimaça, regardant le sol. Manon. Je ne dis pas ça pour te blesser, dis-je. Je dis ça parce que si nous allons prétendre que tout cela est sorti de nulle part à ce restaurant, nous nous mentons à nous-mêmes. Avez-vous déjà rembobiné votre passé dans votre tête et réalisé que tous les petits commentaires inoffensifs étaient en fait des scènes d'un long film cruel dans lequel vous n'avez jamais accepté de jouer? La bravade de Chloé s'estompa un peu. J'étais une gamine, marmonna-t-elle. Nous l'étions toutes les deux. Nous ne sommes plus des gamines maintenant, répondis-je. Et le fait que tu portes toujours un toast à la vraie famille me dit que tu n'as jamais vraiment grandi. Ma mère se frotta le front. C'est exactement pourquoi ton père veut une réunion, dit-elle. Il a raison. On ne peut pas continuer à avoir ces demi-disputes dans les couloirs. Elle nous regarda toutes les deux, les yeux fatigués. Samedi, dans le salon, nous tous. Pas de cris, personne ne part. J'ai pensé à partir à ce moment précis, à quitter la maison et à ne pas revenir avant samedi, juste pour prouver que je n'avais pas besoin de leur permission pour exister. Mais quelque chose de plus profond me retint sur place. Peut-être, juste peut-être, que tout mettre à plat priverait non seulement Chloé de son pouvoir incontesté, mais forcerait aussi mes parents à voir le coup de leur silence. Ce soir-là, j'envoyai un message à Lucas, réunion de famille samedi. Ça pourrait devenir moche, répondit-il. C'est dans la laideur que la vérité a tendance à se montrer. Souviens-toi de ton plan, frontière, indépendance, puis décision.
ne les laisse pas réécrire l'histoire. Alors que le samedi approchait, je continuais à emballer de petites choses dans des cartons. Je n'étais pas sûr si je déménagerais la semaine prochaine, le mois prochain ou dans 6 mois. Mais chaque carton emballé était une promesse à moi-même. Je n'étais plus coincé. Si cette réunion se transformait en une autre session de ne pas faire de vagues, j'étais prête à quitter le navire et à nager. Samedi arriva avec un ciel gris couvert qui rendait la maison plus lourde que d'habitude. Je me réveillai avant mon réveil, les nerfs à vif sous ma peau, et m'assis sur le bord de mon lit, fixant les cartons à moitié remplis alignés contre le mur. Cette réunion pourrait tout changer ou confirmer que rien ne le ferait. Quoi qu'il en soit, je savais une chose avec certitude. Je ne quitterais pas ce salon en étant la même personne que celle qui y était entrée. Mes parents avaient aménagé l'espace comme un territoire neutre. La table basse était débarrassée, la télé éteinte, le bruit de fond habituel des infos ou du sport remplacé par un calme malaisé. Chloé était déjà sur le canapé quand j'entrai, les bras croisés, la jambe s'agitant avec impatience. Mon père se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, tandis que ma mère arrangeait des tasses de thé comme si c'étaient des offrandes de paix. Je pris place en face de Chloé, refusant de me recroqueviller dans un coin. « Merci à tous d'être venus », commença mon père, sonnant plus comme un médiateur que comme un papa. Je sais que les choses ont été tendues depuis le dîner. Je laissai échapper un petit souffle sans humour. C'est un mot pour le dire, dis-je. C'était humiliant, coupa Chloé pour nous tous. Mes amis me demandent encore ce qui s'est passé. Ils pensent qu'on est faux. Mon père la regarda. Ils pensent probablement ça parce qu'ils t'ont vu porter un toast à la vraie famille tout en excluant ta sœur, dit-il. C'est ce qu'ils retiendront, pas l'addition. Chloé cligna des yeux, prise au dépourvu par sa franchise. Ma mère s'éclaircit la voix. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt, dit-elle. Nous sommes là pour écouter. Vraiment écouter, Manon, puisque tu as été celle qui a été la plus blessée. Voudrais-tu commencer ? La question atterrit sur moi comme un poids et une libération en même temps. Je pris une profonde inspiration. Ce n'est pas juste à propos d'un seul dîner, commençai-je. C'est à propos d'un schéma. Pendant des années, j'ai été traitée comme le supplément. Celle que vous avez sauvée. Celle qui devrait être reconnaissante. Celle dont la place à cette table a toujours semblé conditionnelle. Je regardais Chloé. Tu étais autorisée à faire des blagues sur mon adoption, sur le fait d'être rendu, sur le fait de ne pas être vrai. Et la réponse était toujours la même, des rires. Puis ne sois pas si sensible, Manon. Cette combinaison m'a appris quelque chose, que vous le vouliez ou non, que ma douleur était un dommage collatéral acceptable pour votre confort. Les yeux de ma mère brillèrent. La mâchoire de mon père se serra. Chloé remua inconfortablement, mais ne dit rien. À ce restaurant, continuai-je, tu n'as pas juste plaisanté. Tu as levé un verre et dit à une salle pleine d'étrangers que je ne faisais pas partie de la vraie famille. Et quand tout le monde a ri, j'ai réalisé que soit je continuerais à avaler ça pour toujours, soit je me lèverais enfin. Même si ma voix tremblait, je marquai une pause. J'ai choisi de me lever. Avez-vous déjà senti votre vie entière se réduire à une seule décision ? Rester silencieux et rester petit, ou parler et risquer de tout briser. Mon père s'assit alors, se penchant en avant avec ses coudes sur ses genoux. Tu as raison, dit-il calmement. Nous avons laissé faire trop longtemps. J'ai laissé faire trop longtemps. Quand nous t'avons adopté, je pensais que t'aimer suffirait. Je n'ai pas réalisé combien de travail il faudrait pour te protéger de la cruauté ordinaire, même à l'intérieur de notre maison. Il jeta un coup d'œil à Chloé. Et j'ai échoué à ça. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Alors, je suis juste un monstre maintenant, demanda-t-elle. C'est ça ? Je suis la méchante. Tu es la sainte. Et papa et maman sont les spectateurs ignorants. Si c'est l'histoire que tu entends, c'est ton problème, répondis-je, gardant ma voix égale. Je ne te demande pas de faire de moi la sainte. Je te demande d'arrêter de faire de moi la chute de la blague. Ma mère tendit la main vers celle de Chloé, mais elle se retira. Vous ne comprenez pas, dit Chloé, sa voix vacillant pour la première fois. Avez-vous une idée de ce que c'était quand ils t'ont ramené à la maison ? Tout le monde en faisait tout un plat. Vous êtes des gens si bien d'avoir adopté. Quelle chose généreuse à faire. Ils les louaient constamment. Et toi, tu étais le symbole de leur bonté. J'avais l'impression de devoir être parfaite juste pour rivaliser.
Elle rit amèrement, les yeux brillants. Alors ouais, j'ai fait des blagues. J'ai foncé dedans. Je me suis dit que si j'en faisais un gag récurrent, alors j'avais le contrôle. Que je pouvais te garder dans cette petite boîte où tu étais reconnaissante et moi irremplaçable. Pendant un moment, je ne vis pas la sœur polie et cruelle qui possédait chaque pièce, mais une fille effrayée qui avait griffé pour avoir de l'attention de la seule façon qu'elle comprenait. Tu aurais juste pu me parler, dis-je doucement. J'étais juste là tout ce temps. Des larmes glissèrent sur ses joues, striant son maquillage soigneusement fait. Je ne savais pas comment, admit-elle. Et le temps que je puisse essayer, les blagues étaient devenues qui j'étais. Je ne savais pas comment être ta sœur sans elle. Voilà le truc, dis-je. Tu n'es pas la seule à avoir construit une identité autour de ça. J'ai passé des années à être l'adoptée, la reconnaissante, la silencieuse, celle qui ne faisait pas de vagues. Je pensais que si je faisais assez mes preuves, j'arrêterais de me sentir comme une invitée. Je me redressai. J'en ai fini avec ça. Je ne demande pas plus d'amour que tu n'en as eu. Je demande un respect égal. Si vous ne pouvez pas me donner ça, alors je ne peux pas rester dans cette maison à prétendre que tout va bien. La tête de ma mère se releva brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire par ne peut pas rester? Je soutins son regard. J'ai visité des appartements, dis-je. Je n'ai rien signé encore, mais je le ferai bientôt. Les mots restèrent suspendus entre nous comme une ligne tracée. C'était mon acte final de vengeance. Pas des cris, pas des ultimatums dramatiques, mais une simple déclaration. Je vais construire une vie où je ne suis pas optionnel. Alors, tu pars juste, chuchota ma mère. Après tout ça? Je ne pars pas pour vous punir, dis-je. Je pars pour me protéger parce que je ne peux pas guérir en dormant sous le même toit où ma valeur est sujette à débat. Mon père ferma les yeux un moment, puis hocha la tête lentement. Notre équipe chez Revenge Mangan se consacre à la création d'histoires puissantes et significatives qui explorent les conflits familiaux, les émotions et la croissance personnelle. Nous voulons rappeler aux spectateurs que ce sont des histoires de vengeance fictives construites uniquement pour partager des leçons de vie et des messages éducatifs positifs. Ce script souligne l'importance de l'estime de soi, des limites saines et de la prise de parole contre la violence émotionnelle, même lorsqu'elle vient de la famille. Il encourage les spectateurs à réfléchir à la façon dont les blagues et les commentaires désinvoltes peuvent profondément blesser les autres, en particulier dans les histoires de famille et les dynamiques entre sœurs. À travers le parcours du personnage principal, l'histoire promeut l'empathie, le respect et le courage de choisir la guérison plutôt que le silence, ce qui en fait non seulement une histoire de vengeance, mais une expérience éducative précieuse.